Je suis un entrepreneur depuis 10 ans, depuis 12 ans maintenant, 2011. Et je le répète beaucoup, mais sur les 10 dernières années, j'ai créé un certain nombre d'entreprises, bientôt une vingtaine, créé, financé, participé à diriger une vingtaine d'entreprises. Et donc, je suis heureux de partager avec vous cette partie de ma vie où dire comment la croissance rapide et non maîtrisée d'une boîte peut conduire à un échec. Une chose qui est essentielle à dire avant de commencer, c'est de vous dire merci. Merci de me recevoir pour discuter et de m'écouter. J'aime beaucoup Volcano. Je suis un supporter de la première heure. Sen kii la bokk, comment on va dire ça ci seen géwël yi maa leen di tagg luy tagg Volcano sax Volcano nu ñu koy taggee luy tagg Volcano Make it. Design it, make it. Make it. Non, mais some people dream it. Exactement. Somebody make it. C'est ça. Mais c'est plus quand tu as un rêve, va au bout, quoi. Va au bout. Ne t'arrête pas jusqu'à y arriver et n'abandonne pas. Sois patient, sois persévérant, sois résilient, sois endurant. Parfait. Tagg la de. Tagg la de. Si tu veux un service fiable de qualité dans les délais avec des équipes jeunes innovantes, viens voir Volcano. Parfait. Parfait. Et je confirme. Mais c'est ça. Et je confirme. Donc, l'expérience dont on parle est une expérience particulière. Je vais vous donner l'exemple d'une société qui s'appelle Payol, enfin d'une marque qui s'appelle Payol, et d'une société qui s'appelle Africaine de Services et de Distribution et qui a promu la marque Payol pendant un moment. Je vais commencer par vous dire c'est quoi Payol, la genèse. Le produit Payol naît parce que j'ai une première expérience où je suis DGA d'une société qui fait de la distribution de crédit. Jaay carte crédit, Orange Tigo Expresso et Seddo Easy Yakalma. Cette expérience ne se passe pas bien. C'est une société qui appartient à un groupe familial, qui appartient à mon père. Et moi, je suis dans ce groupe et je suis DGA de cette société spécifiquement. On achète du crédit auprès des opérateurs et on le revend à des ambulants, à des boutiquiers de quartier et à des pousse-pousse café, etc. L'activité fait du volume, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes. Ça ne marche pas. Il y a des risques opérationnels forts, l'argent sur le terrain, le stock à gérer, c'est capital intensive, il faut acheter énormément. Ça ne dérange pas, hein, nous, Sénégalais, à l'époque, on consommait au Sénégal, il suffit de regarder le chiffre d'affaires de la Sonatel en gros, et puis voilà. Et puis donc, juste de Orange au Sénégal, vous divisez par 300 jours et vous savez combien de crédits on consomme par jour. Donc si vous dites on fait 1000 milliards, divisé par 300, ça fait 3 milliards à peu près par jour. Ça c'est à Sonatel uniquement, on ne parle pas de Tigo, on ne parle pas d'Expresso à l'époque. Donc le groupe veut se séparer de cette activité, il n'y croit plus, elle n'est pas bonne. Et moi, je suis persuadé que si on digitalise l'activité, on règle tous les problèmes opérationnels. Mais je n'arrive pas à convaincre les gens dans le groupe. Donc je n'arrive pas à convaincre mon père. Donc en 2017, fin 2016, début 2017, je décide de partir et de prendre cette activité dont ils veulent se séparer, qu'ils veulent arrêter, et la relancer en la digitalisant. Donc un agrégateur qui permet à un point de vente d'avoir Orange Tigo Expresso. Ça règle beaucoup de problèmes. Ça veut dire que le stock est digitalisé, on n'a plus à faire amener des cartes sur le terrain, on n'a plus à aller sur le terrain les ravitailler, on récupère l'argent mais le stock est encore chez nous.
Ça nous permet d'élargir notre reach. Parce que si tu distribues ce que tu as acheté, j'achète chez l'opérateur, je donne à mes agents vont vendre sur le terrain, ils reviennent avec l'argent. Le produit est parti, l'argent n'est pas encore arrivé. Le temps que l'argent revienne, je suis en rupture. J'ai plus de produit. Donc je dois prendre l'argent, racheter du produit, vivre la période d'approvisionnement, qui peut être 1 jour, 2 jours, selon les jours. Si ça tombe vendredi après-midi, no problème, tu n'as pas de ravitaillement tout le week-end. Et donc on était très limité dans le nombre de points qu'on pouvait atteindre. Ça posait aussi le problème de la sécurité de l'argent qui remonte. Ça posait le problème des vols, ça posait le problème, etc., etc. Donc les gars veulent arrêter. Moi, je veux digitaliser ça. Et c'est une parenthèse, mais donc je décide de partir pour faire ça. C'est une parenthèse qui est intéressante parce que je suis dans un groupe familial. C'est quelque chose qui est assez particulier. Parce que quitter un groupe familial, c'est ce que certains de mes amis appellent the nuclear button, le bouton nucléaire. Quand un fils dit à son père « je m'en vais », c'est particulier et c'est très mal vécu, etc. Et ça constitue encore aujourd'hui un des plus gros regrets pour moi dans ma vie d'entreprise. Et je connais beaucoup de jeunes entrepreneurs qui entreprennent en famille, pour qui cette question s'est posée des dizaines de fois. Ne le faites pas. Ça, ne le faites pas. Ou en tout cas, réfléchissez-y. Et il y a une raison pour laquelle tous ceux qui sont dans cette situation appellent ça le bouton nucléaire. On doit savoir que vous avez l'arme nucléaire. C'est pas pour ça que vous devez l'utiliser. Il ne faut pas. Bref, en 2017, je lance cette activité. Maintenant, je vais vous parler un peu de la structuration de Payol. Qu'est-ce que c'est Payol? Payol, c'est un partenaire technologique, Startup Studio, TeamX, une équipe de 8 personnes dédiées à la tech de Payol. C'est la première chose qui est au capital de Payol, en échange de cette tech, number one. Payol, c'est aussi 2 partenaires de distribution sur la table. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'arrivait pas à vendre. On n'arrivait pas à truster le marché. Il y avait déjà des grossistes, il y avait déjà des distributeurs sur la place. Donc, qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé recruter les directeurs de la distribution de sociétés de distribution de la place. Les opérateurs ont des grossistes. Ces grossistes ont des équipes. On est allé prendre des gens qui supervisaient la distribution de ces sociétés-là. C'est des gens qui, depuis 2010, sont sur le terrain et vendent du crédit. Ils gèrent des équipes qui sont dans des zones. Par exemple, ici, il y a une zone, Grand Yoff. Une personne va gérer une centaine de boutiques, par exemple. Pour ces 100 boutiques, elle va faire un certain nombre de choses. Elle va vendre du produit à des boutiques. Elle va remonter l'argent. Elle va former le boutiquier sur les nouveaux produits. Par exemple, à l'époque, quand il y avait des comment ça s'appelle? Quand il y avait des promotions. Bougna, où tu pouvais aller à la boutique et prendre une promotion internationale, etc. Quand les opérateurs lançaient des nouveaux trucs, c'est eux qui formaient les boutiquiers, donc bras armé commercial, marketing, etc. Quand il y avait un problème d'erreur de transfert, ils géraient, etc. Ils faisaient remonter de l'information stratégique. Donc ces gens ont un certain nombre de rôles. Et donc ils ont des superviseurs. Ce qu'on va faire, on va aller chercher les personnes qui sont sur le terrain, dans des zones, depuis plusieurs années, qui connaissent parfaitement ces zones, qui visitent les mêmes boutiquiers chaque jour pendant plusieurs années. Et on va dire à ces gens, arrêtez de vendre du crédit uniquement, venez vendre notre application. Venez donner notre application aux boutiquiers et vous allez leur rendre exactement les mêmes services. Les approvisionner, remonter l'argent, les former sur le produit, faire le service après-vente quand il y a un problème, les supporter en cash quand ils ont besoin de cash parce qu'après on fait du mobile money et donc il n'y a pas que acheter des UV et vendre du Orange Money par exemple ou bien du Tigo Cash, mais à l'époque il faut aussi permettre aux gens de retirer, donc les supporter en cash et en UV, etc. Donc on a 2 partenaires de distribution qui viennent, qui sont autour de table, qui sont actionnaires de la société. On a aussi un réseau, on a 22 managers de zone. Ces 2 personnes gèrent un réseau de 22 managers de zone qui gèrent 22 zones dans Dakar, avec chacun entre 100 et 150 boutiquiers, et des ambulants, etc.
Ensuite, on a aussi un réseau de distribution corporate. On signe un contrat avec la LONASE qui nous donne accès à 1800 points de vente sur la totalité du territoire, où les gens peuvent aller acheter nos services. Enfin, on a ensuite un réseau de 3000 boutiques donc, que nous gérons. On a 2 partenaires bancaires qui nous prêtent de l'argent, des banques qui ont cru aux startups. Et puis, bref, on dit que les banques ne financent pas les startups. Moi, j'ai été financé et d'autres entités ont, ont été financées. Il faut savoir leur parler. Et puis, je pense qu'une de ces banques, il y a 2-3 ans, son plus gros client était une startup. Paydunia a été le plus gros client d'une banque de la place. Je ne veux pas les citer parce que je ne sais pas si jamais ils aimeraient être cités. Donc 2 partenaires bancaires qui nous prêtent de l'argent, 2 investisseurs, on a un angel et on a l'ADER qui nous donne chacun $100 000 à peu près. Mais ça c'est au fil du temps, on est déjà en opération. Ok. Et plus tard, quand on se lance dans le FMCG, on a un partenaire logistique avec qui on n'ira pas au bout, mais c'est une start-up de la place aussi, avec qui on a essayé de développer des choses et c'est 8 carrés. Ça, c'est la structure. Ensuite, d'acheter les produits qu'ils vendent dans la boutique, donc café, lait, etc. L'ensemble des produits de grande consommation FMCG. Et enfin, on pose des services financiers dessus pour que ces boutiquiers puissent nous emprunter de l'argent pour payer ces choses-là. Ouais. La deuxième chose, c'est un compte agrégateur qui permet... Oui. Voilà le produit. Donc un compte agrégateur. Il faut savoir que Payoll, c'est un écosystème de plusieurs applications qui tournent en même temps. C'est un cœur transactionnel, donc qui gère l'ensemble des transactions, qui est APIisé à un certain nombre de fronts. Il y a un front pour les boutiquiers. Il y a un front pour les managers de zone qui gèrent les zones. Il y a un front pour les superviseurs de ces managers de zone. Il y a un front pour nos financiers, pour notre département financier. Notre département financier. Il y a un front pour la gestion de nos stocks. Il y a aussi un front plus tard pour la préparation des commandes quand on se lance dans le produit physique. Parce que jusque-là, tous les produits-là sont des produits dématérialisés. Qui, à l'entrepôt, reçoivent les commandes, les préparent, et il y a un autre front aussi pour la livraison de ces produits physiques. Ouais. Toutes ces plateformes sont destinées à, d'abord, dans un premier temps, transformer chaque boutique de quartier en multiservice, number one, et number two, offrir à ces boutiquiers la marketplace de gros, la première marketplace de gros de notre environnement. Il faut savoir qu'on regarde le marché comme ça. Mon objectif, c'était de devenir le Amazon africain. Pourquoi ? Je dis ça. Pourquoi Amazon fonctionne ? C'est la consommation des ménages européens, américains ou des différents continents où cette plateforme explose, qui se retrouvent là-bas. Right ? Dans nos environnements, qu'est-ce que les gens consomment ? Et où est-ce qu'ils le consomment ? À l'époque, 90% de la consommation des ménages ne se fait pas dans le modern trade. Elle ne se fait pas dans les supermarchés. Elle se fait dans les boutiques de quartier. Pourquoi ? Parce que les boutiques de quartier prêtent. Vous allez dans tous les quartiers de Dakar. Le boutiquier de quartier a un cahier. Il écrit dedans à qui il a prêté, qu'est-ce qu'il lui a prêté et combien ça coûte. Donc ce que tu lui dois. Et toutes les familles, toutes nos familles, vous allez, le quartier le plus huppé, comme au fin fond du Sénégal, tous les boutiquiers de quartier prêtent aux gens. Sénégalais de Fabari Soutoura. Personne n'a de quoi... J'allais pas dire que personne n'a de quoi vivre au niveau de ses moyens, mais des fois, juste par convenance, en fait. Le boutiquier vous prête. C'est dans notre culture, parce que tous les jours, pour cuisiner, on va aller chercher quelque chose. La maîtresse de maison n'est pas forcément là. Ce jour-là, monsieur n'a pas l'argent. Dépenses lui doivent fluctuer, etc., etc. C'est notre culture, c'est notre manière de fonctionner.
Le modern trade représentait à l'époque moins de 10% de la consommation des ménages. Donc si on voulait capter la consommation des ménages et digitaliser le paiement de cette consommation, nous nous sommes dit qu'il fallait attaquer les boutiquiers de quartier. Ensuite, je vais vous parler de pourquoi les chiffres qu'on a fait. La première année, on fait 4 milliards. La deuxième année, on fait 6. La troisième année, on fait 9. La dernière année, on fait 3. On fait moins de 4. 3 900. C'est le... Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi on grandit d'un coup. Mais avant de vous dire pourquoi, je vais vous dire pourquoi c'était une bonne idée, pour plusieurs raisons. Et excusez-moi de beaucoup lire mes notes. Hein. Je veux garder le fil et je ne veux pas digresser. La première chose, pourquoi c'était intéressant, c'est parce que c'est un compte agrégateur. Les gens mettent de l'argent dessus, après ils font leurs opérations. Ça veut dire qu'on est préfinancé. On n'utilise plus notre argent de travail, on utilise leur argent. La première chose. La deuxième chose, c'est que les marges sont exceptionnelles parce qu'on cut les intermédiaires. Avant, quand tu achètes chez un opérateur une carte de crédit, ou bien que tu vas chez n'importe quel industriel et que tu achètes une boisson, qu'est-ce que tu fais pour la vendre à un boutiquier? Tu vends à un grossiste, qui vend à un demi, qui vend à un semi, qui vend au boutiquier. Il y a 4 ou 5 personnes dans la chaîne. Nous, c'est nous, le boutiquier. Donc il y a de la marge. Et on gagne de l'argent. On gagne de l'argent. Pas beaucoup, mais on gagne de l'argent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on arrive à prêter de l'argent au boutiquier à taux zéro. Pourquoi? Vu qu'on est rémunéré sur la vente du produit, on n'a pas besoin de lui mettre un intérêt dessus. Ouais. Mais comme le boutiquier est une population, c'est sensible ce que je vais dire, mais qui provient d'une communauté, il a une religion, il a des croyances, il a des pratiques. Les intérêts, fondamentalement, ça le dérange. Et le fait qu'on propose une solution qui n'offre pas d'intérêt a un avantage pour sa foi islamique qui lui permet à lui d'emprunter sans payer d'intérêt. Et donc, on a un grand engouement. Number 2. Number 3, la livraison elle est gratuite. Pourquoi la livraison elle est gratuite? Quand quelqu'un achète un certain montant chez nous, la marge de tous les produits qu'on lui vend de manière accumulée nous permettait de le livrer gratuitement. Et comme il avait notre app, on savait où est-ce qu'il était placé. Il y avait beaucoup de problèmes logistiques qu'on ne rencontrait pas parce que notre technologie apportait un certain nombre de solutions. Donc la livraison était gratuite. C'était parfait pour les boutiquiers. Parce que quand ils appelaient le grossiste et qu'ils commandaient, souvent ils devaient payer la livraison. Nous, s'ils étaient abonnés chez nous et qu'ils prenaient un certain montant par mois, ils ne payaient plus la livraison. Ils avaient en tout cas un certain nombre de livraisons gratuites. L'autre chose, c'est qu'on avait une plateforme que, à terme, ce qu'on proposait aux boutiquiers, on avait envie de le proposer au grand public, à terme. Ouais. Ça veut dire que demain, on pourrait rendre le même service au grand public. N'importe qui de chez lui peut faire ses courses dans l'app, etc. et bénéficier de tous les avantages que nous offrons. L'autre chose qui est intéressante, c'est un service de proximité à travers les managers. Quand les boutiquiers avaient un problème, ils avaient quelqu'un à qui s'adresser. Ce quelqu'un, ils l'ont vu tous les jours pendant les 5 dernières années. C'est le monsieur qui venait de rapporter les cartes de crédit, ou les cartes de crédit Orange, ou bien, etc., etc. Mais quand tu rencontres quelqu'un tous les jours, pendant 5 ans, Busbounek, si tous les jours je viens ici, je vous dis bonjour à tous, je prends un café, je vous donne le produit, vous me donnez de l'argent, de temps en temps on discute, de temps en temps j'achète un peu de pain ici, je prends mon petit déjeuner, de temps en temps, etc., etc. Il se crée forcément un lien. Et donc, on avait la confiance de nos clients. Et on n'était pas digitaux, je vais utiliser un mot que Abdoukhadr m'a appris il y a quelques années, figi. Nous étions figitaux. Physique et digital. Et c'est une leçon très importante. Le terrain est le meilleur atout du start-upper en Afrique.
même pour l'acquisition. Regardez, je ne veux pas citer le nom, mais regardez par exemple, j'ai des NDA, je ne peux pas parler, mais regardez par exemple ce que certaines startups vont faire quand ils veulent acquérir des clients, acquérir des points de vente, des agents, acquérir des points de paiement. Ils sont sur le terrain. On va vous parler du marketing online, c'est une chose, ça marche, ça peut marcher. Mais la plupart du temps, ce qui marche le mieux, c'est le terrain. Là, on va chercher un par un. Et ça a bien marché pour nous aussi. Oui. Overall, on était dans la position parfaite pour devenir le prochain Amazon. Là, on fait des milliards de flux. On a une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui bossent pour nous. Ils connaissent parfaitement leur métier. On a une plateforme au standard international avec une équipe tech dédiée. On a du financement bancaire. On a des angels pour nous. On a... ça va normalement. Voilà. Comment ça meurt? En un an. Comment est-ce que ça meurt? Comment est-ce que ça meurt? À votre avis, comment on passe de 9 milliards à 100 milliards? Yes? Hein? La vieillesse. Oui, vives-tu. Vous savez, je vais vous dire, une bonne éducation financière. peut-être, vous savez, on est même allé plus loin. On est allé avec mon associé à l'époque, Fabian, qui dirigeait Timix. On est allé à Stanford. On a fait un programme de transformation. Un programme qui aide les entrepreneurs à fort potentiel, etc., etc. Vous connaissez tous le pitch derrière ces programmes, mais celui-là, il est vraiment bien. Pourquoi il est vraiment bien? Parce que c'est un programme qui emmène les meilleures pratiques de start-uping au monde, je ne sais pas si je peux dire ça, start-uping au monde, vers nous, les Africains. Notamment parce que c'est un programme qui est promu par l'université de Stanford, qui est dans la Silicon Valley qui est la mecque de digital economy. Et on se retrouve du jour au lendemain dans une salle à Lagos, ou bien à Abidjan, ou bien à Accra, devant des gens qui sont des fois les premiers investisseurs d'Amazon, en 2000, qui sont des gars qui ont investi dans Facebook, vraiment, et qui sont des facultés chez Stanford. Et ces gens regardent nos business et ils parlent avec nous. Mais en plus de nous dire ce qu'ils ont fait, et puis de nous écouter, ils viennent dans nos entreprises et ils nous coachent. Le programme dure 1 an. Et on échange, on discute. Ils discutent avec les gens qui travaillent dans nos entreprises. Et on se construit et on se transforme pour le mieux. À la fin du programme, tu dois mettre en place ce qu'on appelle un programme de transformation. Et une des choses les plus essentielles qu'on a apprises, c'est que nous, on allait vers les boutiquiers en leur disant « On va améliorer ton business, tu vas gagner plus d'argent, tu vas faire des économies sur la livraison, tu vas faire des économies sur le prix. » Parce que vu qu'on achète en quantité, on achète moins cher. Donc on peut lui vendre moins cher, on était plus compétitif, etc., etc. Et on tombe sur un monsieur, c'est le gourou de tous ceux qui ont fait Stanford. Il s'appelle Baba Shiv. Et il fait je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est du marketing biogénétique, un truc bizarre. Bref, le gars t'explique les sentiments qui naissent chez les uns et puis chez les autres, et pourquoi les gens achètent, n'achètent pas, pourquoi les gens sont... Comment on appelle ça? Pourquoi les gens sont... Oui, sont réticents, ou bien sont fidèles, sont loyaux. Et ce monsieur nous écoute parler pendant 10-15 minutes, et c'est les 10 minutes qui ont changé ma vie et qui ont apporté un des plus gros le boost de growth. Ça vient de là. Jusqu'à présent, on était sur le terrain, mais en compétition avec des grossistes. Stanford, c'était en quelle année? Juste pour suivre. Stanford 2018. Growth. Et ce qui se passe, c'est que Baba Shiv nous dit: vous allez voir des gens pauvres à qui vous parlez d'argent. L'argent, ce n'est pas une affaire de personnes pauvres.
Votre cible, elle gère une boutique de quartier. Ce n'est pas la personne la plus riche. Il va certainement avoir une réussite. Il va gérer son échoppe pendant quelques années, peut-être toute sa vie. Il en aura peut-être 2 ou 3. Très peu d'entre eux deviendront les énormes grossistes qui seront très riches. Certains rentreront en Guinée faire leur retraite. Ils auront certainement de quoi se construire une maison au bout de leur vie. Mais ce qui est important pour eux, ce n'est pas eux. Ils se cassent le dos tous les jours pour que leurs enfants aillent à l'école et que leurs femmes et leurs enfants aient une meilleure vie qu'eux. Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir qui règle vraiment ce problème? Et on a décidé de mettre dans l'application, pour vous dire tellement on était allé loin, les cours de l'école, du plus petit à la terminale. Les fils de boutiquiers, quand on était notre client, avaient accès à tous les cours sur leur téléphone. La première chose. La deuxième chose, et puis aide aux devoirs, etc. Ça coûtait pas grand-chose, c'était une partie de l'app. Et puis, le contenu existe. Il y a plein de gens qui le font. La deuxième chose, c'est qu'ils veulent protéger leur famille de la maladie. Lui, il travaille. S'il est malade, il ne peut pas travailler, il ne peut pas nourrir sa famille. Il n'a pas d'assurance. La deuxième chose, c'était de lui offrir une assurance. L'assurance, c'était de lui dire, si tu consommes tel montant chez nous, ton assurance est offerte. L'assurance nationale, l'assurance, oui, c'est mieux. Ça coûte combien? 3 000 francs par mois. 3 000 francs par mois. Qu'est-ce que ça nous coûtait de dépenser 3 000 francs par mois pour un client? Pas grand-chose. Surtout si ce boutiquier dépense des millions chez nous. Parce que, tout pauvre soit-il, c'est sa marge qui est petite. Mais son volume, il est grand. Ouais. Et nous, étant donné que nous avons cut tous les intermédiaires, nous faisons une marge confortable sur lui. Retirer de cette marge 3 000 francs fait entièrement sens. Et lui offrir une assurance maladie pour lui, sa femme et ses enfants. On était arrivé à ce point-là d'intégration, de compréhension de notre marché avec nos boutiquiers. Ça grandit. Pourquoi ça se casse la gueule? Rupture de stock. Le premier élément, c'est la rupture de stock. Le pire ennemi du commerçant, c'est que quelqu'un rentre dans sa boutique et ne trouve pas ce qu'il cherche. Parce qu'il ressort, et il ne reviendra pas. Le pire ennemi du distributeur, du grossiste, c'est que son client détaillant ait besoin d'un produit et ne le trouve pas chez toi. Pourquoi? Il va chez un autre grossiste. On a commencé à vendre des produits qui sont fortement demandés. Je vous ai dit combien les Sénégalais consomment de crédit. Imaginez-vous combien les Sénégalais consomment de Orange Money. En 2017, 2018, 2019, le volume, il est atroce. Hein. Il est énorme. En Afrique, c'était $1 milliard par semaine. $1 milliard par semaine. C'est-à-dire, quel que soit le montant que tu charges sur la plateforme, quel qu'il soit, en 4 heures de temps, tu es out of stock. Tu es out of stock. Moi, Diallo a dit ça aussi. Quel que soit le montant, quand on a commencé le mobile money, quel que soit le montant que tu mets sur la plateforme, en 4 heures de temps, tu peux mettre 100 millions, 500 millions, 1 milliard, les gens vont consommer. C'était hallucinant. Le problème de ça, c'est que nous, rappelez-vous, les gens ont un seul compte où ils ont accès à tous les produits. Ouais. Quand ils mettent leur argent et que certains produits ne sont pas disponibles, qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi, ils ne peuvent pas enlever leur argent. Parce qu'au début, on n'avait pas pensé au retrait. Oula, chaud. Ils mettent plus. Ça veut dire qu'ils ont un produit en qui ils faisaient confiance, mais qui ne leur rendent plus le service. La demande a créé un vrai problème. Maintenant, on doit gérer de la logistique de cash sur le terrain et avoir des gens pour que quand les boutiquiers veulent retirer leur argent, quand on ne peut pas les servir, ils puissent retirer leur argent ou qu'ils puissent aller à un point retirer leur argent. Mais ça, c'est payant. Ça mange une partie de la marge. Les marges baissent. Une chose que je n'ai pas précisée. Toute cette période, on gagne de l'argent, mais on est déficitaire. Pourquoi? Même les 9 milliards? On est déficitaire. Ah.
Pourquoi? Les 9 milliards, c'est pas ce que vous faites, c'est le volume. C'est le volume. Donc tu appliques une marge de 4 ou 5% dessus. Ça te fait 450 millions à l'année, 500 millions. Et ensuite... Parce que le temps que tu reçoives l'argent, tu as dépensé plus d'argent. Ou bien tu as dépensé... Non, mais non, simplement parce que tu es un start-upper et que ton moteur, c'est quoi? C'est le growth. Oui. Oui. Donc ça veut dire que tu as envie d'aller vers le FMCG. Qu'est-ce que tu fais? Il te faut un entrepôt. Il faut investir dans l'entrepôt. Il faut faire les travaux. Il faut. Tu as envie de faire du mobile money. La quantité d'argent était énorme. Au début, les boys venaient verser au bureau. On avait des caisses d'argent. On passait 4 heures de temps à compter du cash. Et 4 ou 5 trucs de... Comme dealer de drogue. Une machine tournée. Et on était avant Wikari. Vous savez, le premier bureau de Wikari, nous on était en bas. Après, il faut de la sécurité. On a commencé à recruter services de sécurité privés, des gens pour nous accompagner, déposer l'argent à la banque. On a commencé à prendre des coffres à la banque parce que le temps qu'on reçoive l'argent, qu'on processe le cash, qu'on billette le cash, mais les banques sont fermées. Il n'y a personne à la caisse. Donc, on est obligé de louer un coffre à la banque pour déposer l'argent. Ensuite, ce coffre-là, nous, il ne faut pas oublier, pour avoir du produit, on doit en racheter. Donc, il faut que le lendemain, ça soit billetté, ça soit déposé sur les comptes, qu'on puisse faire les virements, que les virements soient instantanés. Les frais de virement instantanés, RTGS, là, c'est cher. Normalement, après, tu apprends que tu peux les négocier avec la banque. Mais ça te prend 0,5% de ta marge. Et comme on est des mains, n'oubliez pas, on grappille notre marge peu à peu. On a le personnel, on a une quarantaine, une cinquantaine de personnel. La vérité, c'est aussi que je fais beaucoup d'erreurs. Je fais beaucoup d'erreurs parce que dans ma tête, je dois être crédible. Et qu'est-ce que je fais? Building en centre-ville, boulevard de la République. Ça veut dire on se met à l'aise. Il n'y a pas de... On dépense. Le cash arrive, on dépense. Mais on perd de l'argent. Donc on cash burn. C'est pas très grave, on se dit. Parce que plus on grow, plus la valeur grow, on va trouver un investisseur qui va nous backuper. À un moment ou à un autre, ça va arriver. On a déjà levé en pre-seed. Bon, parce qu'à l'époque, pour nous, c'était du seed. Aujourd'hui, je me rends compte que ces montants, c'était pas du seed, c'était du pre-seed. J'étais pas assez éduqué dans lever de l'argent. Je savais pas parler à des investisseurs, etc. Et donc, on se trouve dans cette situation où la logistique financière est un nightmare. La sécurité est un nightmare. Les ruptures de stock sont un nightmare. Premier niveau de non-qualité sur la plateforme. Une partie des gens s'en vont. InTouch arrive. Une partie de qui s'en va? Une partie de nos clients s'en vont. Compétition de InTouch. InTouch arrive sur le marché et se développe fortement. Ils n'ont pas tous nos problèmes. Ils ont levé quoi? 10 millions d'euros avec Atos. 10 millions d'euros ou 7 millions. Ouais. Bref, ils ont levé plusieurs millions d'euros, nous on a levé 200 000. Tu vois? Non, pas 200 000, 300 000. Oui, non, 200 000, c'est ça, 200 000. 200 000. Plus. Bon. Tout cela dit, il y a un impact quand quelqu'un arrive avec ces moyens-là et fait un produit qui est meilleur que toi et a un service qui est meilleur que toi. Leur service est meilleur que le nôtre parce que les gens commencent à souffrir de notre non-qualité. Et on n'arrive pas à répondre aux exigences de notre croissance. C'est la première chose, la rupture. La deuxième chose, c'est incident technique. Quand on a une plateforme comme ça qui tourne, ça a l'air de rien, mais ça ne doit jamais être down. Jamais. Parce que si ça s'arrête, c'est l'argent des gens qui sont sur la plateforme. Et s'ils ne peuvent pas acheter ou vendre, qu'est-ce qu'ils font? Ça chauffe au service client. Ah oui, j'oubliais, il y a le service client aussi, en Wolof et sur WhatsApp. Mais le bug, il peut être technique ou ça peut être lié à la plateforme, ça peut être lié à une évolution. Donc il y a des, comment on appelle ça, régression ou des choses comme ça. Une des autres choses, c'est les stratégies des partenaires. On n'est pas encore ultra diversifié.
on a encore quelques... Le gros de notre marché, c'est les produits digitalisés. Crédit, mobile money, et puis crédit, mobile money, paiement de facture. Il n'y a pas beaucoup d'autres produits qui, en termes de volume, rivalisent avec ces produits-là. C'est pas possible. C'est-à-dire, les volumes de mobile money, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire. On prend une société industrielle. Je dis n'importe quoi. Patisen, jusqu'à il y a quelques années, une des plus grosses industries du Sénégal, on disait que leur chiffre d'affaires c'était 100 milliards. Tout à l'heure, on disait mobile money, $1 milliard par semaine. Bon, ça c'est mais c'est peanuts par rapport au volume de ces autres choses. So, ils ont encore un poids énorme dans notre business. Donc en fait, ces gens ont encore un poids très grand dans notre business. Qu'est-ce qu'il faut? Tout le monde se rappelle de la grève des distributeurs. Quand les Diakat au crédit ont commencé à faire grève pour des Diakat au crédit, ni de justice, les associations de distributeurs et de multiservices d'ICAS, etc. C'est le moment où les opérateurs ont commencé à décider que les distributeurs gagnaient trop d'argent. Sur les crédits, on gagnait 4%, c'est passé à 3. De 3, c'est passé à 2. De 2, c'est passé à 2. Ensuite, ils ont rendu plus difficile les conditions d'accès au statut de distributeur. Beaucoup de gens ont perdu leur licence, dont nous. Et ça, c'est dû à une erreur stratégique que moi j'ai faite. On avait des licences pour acheter directement chez les opérateurs. Mais quand je commence, la demande pour acheter chez les opérateurs, il faut des achats minimum de 50 millions. Et comme je veux économiser ma trésorerie et que je veux l'optimiser, je ne fais pas des achats chez les opérateurs. Qu'est-ce que je fais? Je vais acheter chez d'autres grossistes. Mais je peux acheter des montants plus petits et je gère mon... C'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce qu'au moment où les opérateurs décident de rationaliser leur pool de distributeurs, je ne suis pas dans leur livre. Ils décident de couper le contrat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis condamné à acheter chez des grossistes ou d'autres distributeurs plus cher que ce que j'aurais acheté directement sur la tête. Réduction de ma marge de 30%. Les opérateurs réduisent la marge, encore une fois, des grossistes. C'est un autre 30%. Leur activité, l'activité des produits digitalisés, cette distribution, représente encore 70 à 80% de notre activité. On n'a pas encore switché assez sur la FMCG. On est encore en phase test, en réalité. Une autre chose qui nous arrive, c'est... Oui, donc on a les opérateurs. Les opérateurs se lèvent un jour et décident de faire du zoning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ton siège est à Dakar, tu es distributeur à Dakar, point. Rappelez-vous, moi j'ai recruté des gens qui sont dans des zones définies et qui y sont depuis des années. Mes agents ne peuvent plus vendre. Et ils mettent un système qu'ils appellent le zoning avec un système où moi, distributeur Dakar, je ne peux pas approvisionner quelqu'un qui est à Rufisque ou Almadi ou Pikine ou Gateway. Donc, nous, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est l'investissement pour stabiliser l'électricité. Donc, il te faut un groupe de secours, des batteries, du truc, l'endroit est climatisé, ça tourne 24 heures sur 24, il faut quelqu'un pour surveiller, etc., etc. Ça augmente les charges. N'oubliez pas, on est déficitaire. Mais je me dis, tout ça, on paye, mais il y a la croissance. La croissance. On grandit. On grandit. Et puis... plus on perd de l'argent, plus on va en chercher, on vend sa voiture, on vend son terrain, on emprunte à son père, on emprunte à sa mère, on emprunte à sa femme, on emprunte aux banques, on perd. Mais est-ce que vous imaginez, j'ai fait une start-up qui fait 15 millions d'euros, tu es fou ou quoi? Les pertes là, c'est pas grave, on gère. Il y a un investisseur qui va arriver. Ce que je disais, c'est
après l'électricité, vous avez Internet. Internet, c'est pas stable. Mais si Internet, c'est pas stable, la plateforme ne marche pas. Donc, LS, backup, 2 backups, etc. Ça coûte très cher. Je ne savais pas que les gens vendent la LS 1 400 000 par mois. 1 400 000, etc. Donc, tu en as 2, etc. Bon. Ça, c'est la deuxième chose. Mais on a appris à la dure. Donc, on grandissait, l'activité fait un boom, on n'est pas prêt, on grandit, il faut un backup local, il faut le serveur à distance, il faut les engines, il faut pas... Bon, voilà. On a une infrastructure, elle est bien pensée, mais comme on fait des boosts de croissance, on n'est pas prêt quand ça explose, parce qu'on ne fait pas ça. On fait ça, boum, ça, boum. Et ça nous surprend. La première fois, c'est chaud. La deuxième fois, la troisième fois, on gère. On fait une erreur technologique, par contre. On développe la plateforme pour Android 6 ou 7 en 2017. Tout le pays a Android 4. Pourquoi on fait ça? Parce que nos devs décident... Enfin, c'est une vraie réflexion. Si on dev sous 7, les possibilités qu'on a d'offrir à nos clients seront beaucoup plus grandes. On peut faire beaucoup plus de choses. Bon, moi, j'y connais rien, je ne suis pas dev. Mais j'écoute les gars, ils m'expliquent, je leur dis, yeah, go. 1 an et demi après, de quoi on se rend compte? Le marché a Android 4. Ça veut dire que le gars, il ne peut pas installer ton app sur son téléphone. Donc il faut que tu lui donnes un téléphone. Le téléphone, il coûte 25 000. S'il faut en acheter 1000, ça fait 25 millions. 2000, ça fait 50 millions. 3000, ça fait 75 millions. Right? Donc on avait un besoin en financement de 75 millions, 130 000 euros, juste pour apporter à notre clientèle existante, je ne parle pas de développement, à notre clientèle existante, l'application. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va voir des grossistes téléphones, techno, etc. Et on leur dit, nous, on veut devenir distributeur de téléphone. Et on vend des téléphones à nos boutiquiers. Mais comme on sait qu'ils vont utiliser les téléphones pour notre application, on leur permet de payer à tempérament. Et on va chercher une garantie bancaire pour... voilà, mais pour en fait backer ça. La banque ne nous suit pas, on engage ce qui nous reste de trésorerie. La taf commence à nous... Mais let's go. Quand ils vont prendre le produit, ça va marcher. Ouais? On y va, on fait la dépense. Dès on dit, on met le FMCG dans la plateforme. Il faut un entrepôt. Dépense. Ensuite, une autre chose, c'est qu'on a une énorme inefficience opérationnelle. Beaucoup de gaspillage. On a un loyer qui est presque à 3 millions. On a... Et puis à 2 millions ou 3 millions, je ne sais plus. Mais en plus, c'est un cadeau, parce que c'est un bâtiment en ville de 3 étages. Et c'est un oncle, parce que le building peut coûter 5 ou 6 millions. Mais bon, on nous fait un prix. On a des véhicules qui tournent. Nous, les directeurs, on roule en bon véhicule intérieur cuir. On se fait plaisir. On a du surpersonnel. On a beaucoup d'efficience opérationnelle qui pompe l'argent. Une des autres choses, c'est les stratégies des partenaires. On n'est pas encore ultra diversifié. On a encore quelques... Le gros de notre marché, c'est les produits digitalisés. Crédit, mobile money, et puis crédit, mobile money, paiement de facture. Il n'y a pas beaucoup d'autres produits qui, en termes de volume, rivalisent avec ces produits-là. C'est pas possible. C'est-à-dire, les volumes du mobile money, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ces volumes. On prend une société industrielle. Je dis n'importe quoi. Patisen, jusqu'à il y a quelques années, une des plus grosses industries du Sénégal, on disait que leur chiffre d'affaires c'était 100 milliards.
Tout à l'heure, on disait Mobile Money, $1 milliard par semaine. Bon, ça c'est à l'échelle africaine, et puis ça a explosé. Mais, c'est peanuts par rapport au volume de ces autres choses. So, ils ont encore un poids énorme dans notre business. Ah oui. Donc en fait, ces gens ont encore un poids très grand dans notre business. Qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde se rappelle de la grève des distributeurs. Quand les Jaikatu Crédit ont commencé à faire grève dans la rue pour dire Jaikatu Crédit, il y a eu des justice, les associations de distributeurs et de multiservices d'ICAS, etc. C'est le moment où les opérateurs ont commencé à décider que les distributeurs gagnaient trop d'argent. Sur le crédit, on gagnait 4%, c'est passé à 3. De 3, c'est passé à 2. De 2, c'est passé à 2. Ensuite, ils ont rendu plus difficile les conditions d'accès au statut de distributeur. Beaucoup de gens ont perdu leur licence, dont nous. Et ça, c'est dû à une erreur stratégique que moi, j'ai faite. On avait des licences pour acheter directement chez les opérateurs. Mais quand je commence, la demande pour acheter chez les opérateurs, il faut des achats minimum de 50 millions. Et comme je veux économiser ma trésor et que je veux l'optimiser, je ne fais pas des achats chez les opérateurs. Qu'est-ce que je fais? Je vais acheter chez d'autres grossistes. Mais je peux acheter des montants plus petits et je gère mon truc. C'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce qu'au moment où les opérateurs décident de rationaliser leur pool de distributeurs, je ne suis pas dans leur livre. Ils décident de couper le contrat. Number one. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis condamné à acheter chez des grossistes ou d'autres distributeurs plus cher que ce que j'aurais acheté directement à Sonatel. Réduction de ma marge de 30%. Les opérateurs réduisent la marge, encore une fois, des grossistes. C'est un autre 30%. Leur activité, l'activité des produits digitalisés, cette distribution, représente encore 70 à 80% de notre activité. On n'a pas encore switché assez sur le FMCG. On est encore en phase test, en réalité. Une autre chose qui nous arrive, c'est... Oui, donc on a les opérateurs. Les opérateurs se lèvent un jour et décident de faire du zoning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ton siège est à Dakar, tu es distributeur à Dakar, point. Rappelez-vous, moi j'ai recruté des gens qui sont dans des zones définies et qui y sont depuis des années. Mes agents ne peuvent plus vendre. Et ils mettent un système qu'ils appellent le zoning avec un système où moi, distributeur Dakar, je ne peux pas approvisionner quelqu'un qui est à Rufisque ou Almadi ou Pikine ou Guédiawaye. Quelle est la configuration de Dakar? Configuration de Dakar, c'est Dakar et région. C'est 5 millions de personnes qui vivent là. C'est un énorme flux entrant dans la ville, qui y passe la journée, et un énorme flux sortant de la ville. Ouais. Dans la journée, la plus grosse zone de consommation, c'est les zones de travail, les zones économiques. Ouais. Dans la soirée, à partir de 17h, qui représente 60% du business, les plus grosses zones de consommation sont les zones résidentielles. Ok? C'est-à-dire, pas les zones résidentielles. Par exemple, on avait Fan Résidence, ils achètent que des cartes. Ils ne donnent pas leur numéro, pas de CEDO. Personne ne s'arrête pour dire Wadja et ma CEDO. Ils achètent des cartes. Médina, on achète du CEDO. Etc. Donc c'était réparti comme ça. Mais les plus grosses zones de consommation, c'est la banlieue. Mon siège est à Dakar. Je me retrouve dans Dakar intramuros, obligé de ne travailler que là. Et c'est irrévocable. C'est une décision ferme. Le zoning est une stratégie de tous les OP. Pas de tous. Je ne veux pas citer ceux qui y sont mis, mais ça a fait des ravages chez nous, mais bref. Mais la deuxième chose que ça fait, c'est que ça coupe mon réseau LONASE. Rappelez-vous, moi j'ai un réseau LONASE. J'ai un contrat avec la LONASE qui a 1800 points de vente, des gens ou des endroits où vous jouez, et ils peuvent acheter du produit, du crédit, qui est une base solide de revenus. Donc, tout l'intérieur du pays m'est coupé.
Ça tue mon contrat avec ce corpo. Donc on perd la licence Orange, durcissement des conditions pour être distributeur, le zoning arrive, InTouch monte, nous on descend. Et je vous ai dit que je faisais du crédit au boutiquier. Je n'ai aucune licence pour faire ça. Aucune licence. Et le jour où ça éclate, c'est le jour où un monsieur très intelligent vient au bureau et dit qu'il a un réseau de points multiservices et qu'il veut ouvrir des points multiservices. On lui donne des téléphones avec l'application dessus. Monsieur prend les téléphones, il les envoie en Italie, au Brésil, aux États-Unis, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du transfert d'argent pour la diaspora. Donc tu peux venir, tu me donnes l'argent, et je te fais un... et voilà, je te fais un transfert. Ouais? Sur le mobile money. Monsieur commence à faire ça et on est vu par les autorités. Et on commence à nous poser des questions. Pourquoi vous faites ça? Et j'y vais et je commence à dire qu'il y a une partie de la loi, et c'est vrai, ça existe, c'est comme les cartes fidélité là, où tu peux mettre de l'argent, c'est des points, et tant que c'est dans le réseau et qu'on est tous d'accord, on a le droit de le faire. J'ai dit qu'on est une coopérative, nous tous, moi, les boutiquiers. Et on gère notre propre système interne de points de fidélité. Et ce n'est pas des CFA, c'est des UV, mais ça n'a aucun sens. Effectivement, ça ne passe pas. À ce moment, le cash burn est de 250 000 € par an. Par an? Par an. On perd à peu près 180 millions par an, 170 à 180 millions. Parce que ce qu'il faut dire, et qui est très difficile, c'est que ces dettes cumulées sont financées par de la débrouillardise. Et jamais je n'ai été consistant ou constant dans de la recherche de financement de manière sustainable, pérenne. Le problème que j'avais était celui-ci. L'opérationnel me demande, on a des problèmes, il faut les régler. Ouais? Ça, c'est une chose. La levée de fonds, c'est un métier, c'est un vrai truc. Il faut prendre le temps de le faire. Si je fais de la levée de fonds, je ne fais pas d'opérationnel. Si je ne fais pas d'opérationnel, on va de moins en moins bien. Si on va de moins en moins bien, personne n'investira chez nous. Ouais? C'est un vrai dilemme. Et ça arrive au pire moment, en général, pour les entrepreneurs. C'est le moment où tu n'as pas d'argent pour chercher quelqu'un pour t'aider à faire ça, pour recruter quelqu'un. Parce que ces gens sont chers. Et tu dois te battre ici et là. Ce qui fait que tu fais les deux choses mal. On fait les deux choses mal. On ne les fait pas de manière constante. On n'est pas assez sérieux. Quand on nous demande des documents, on les envoie en retard aux investisseurs. En même temps, ici, on se bat comme des diables. Nos banquiers, nos investisseurs commencent à poser des questions. Il faut leur répondre. Nos employés, ils commencent à venir te dire, les ruptures, c'est pas possible. J'arrive plus à vendre. Mes boutiquiers, ils veulent plus mettre de l'argent sur le compte. Ils veulent plus mettre de l'argent. Ils veulent plus acheter du V. Et on est allé tellement loin que les boutiquiers avaient un terme. Ils appelaient le service client et puis ils disaient UVB d'ordre. UVB nous donne détail. UVB. Et on est allé jusqu'à un point où personne ne connaissait notre nom commercial. Tout le monde nous appelait UVB. Nino Borom UVB. UVB. Ce qui est bien. Parce qu'on avait une appartenance. À partir de ce moment-là, il y a 3 opportunités qui se présentent à nous. Il faut faire rentrer du cash. La première, c'est une tentative qui n'a pas été fructueuse. Et ça, c'est juste que ça n'a pas linké. On est allé voir une autre start-up agrégatrice, 2 autres start-up, et on leur a dit, écoutez, on a cette croissance, ce volume, on a cette quantité de clients, on a ce savoir-faire.
Eux, ils étaient sur l'agrégation. Nous, on était sur l'agrégation terrain. Eux, ils étaient sur l'autre agrégation, celle qui truc aujourd'hui là, paiement, payout, etc. Et on a proposé à 2 acteurs de fusionner. Si on fusionne nos 2 entités, on va exploser. Les 2, ça n'a pas marché. Les négociations ont été très mal menées par moi. De très mauvaises négociations. Mais en même temps, est-ce qu'on aurait dépensé 100 000 € dans une boîte pour nous conseiller à ce moment-là? Dans une boîte qui gère fusion-acquisition, merging. Est-ce que c'était le meilleur, est-ce que c'était la meilleure utilisation de notre argent? Accueillir un partenaire stratégique, c'était la deuxième option. Quelqu'un qui vient, qui prend des parts de la boîte, qui investit et qui nous aide à régler nos problèmes. Il fallait que ça soit un acteur qui ait une licence bancaire. Parce qu'on voulait offrir des services financiers. On a fait la démarche avec 2 acteurs. 2 ou 3, oui, 2 acteurs. Le premier, c'était un acteur nigérian qui voulait s'installer au Sénégal. On est allé jusqu'à définir un montant d'investissement. On a défini les termes, on a défini des trucs, term sheet, les avocats ont commencé à bosser. Je suis allé au Nigeria 3 ou 4 fois, ils sont venus ici. Du jour au lendemain, ça s'arrête. Du jour au lendemain. Blackout. C'est pas ce qui se passe. Ça, c'est le plus gros coup dur qu'on ait reçu, parce que c'est des mois de travail, des mois de back and forth, des mois d'investissement dans des voyages qu'on n'a pas, des mois de les avocats, les financiers, les modèles, c'est des mois de sueur, de larmes, de sang, on n'a pas l'argent pour prendre l'avion, aller à Lagos toutes les semaines, on n'a pas l'argent, mais on le fait. On le fait parce qu'on y croit et puis ces gens croient en nous. C'est une société qui marche bien et qui a fait fortune sur un principe tout bête. J'adore partager leur histoire. Au Nigeria, il y a 200 millions de personnes. Il y a 40 millions de personnes qui ont des papiers. Comme c'est un État fédéral, les gens peuvent être déclarés auprès de leur État, mais ils ne sont pas déclarés auprès de l'État fédéral. Donc ils sont déclarés auprès de leur state, ils ne sont pas déclarés auprès de l'État fédéral. Et ça pose d'énormes problèmes. La banque, les fonds de pension, les retraites, la gestion des retraites, les votes, les élections, etc. Donc ils ont 160 millions de personnes qui n'ont pas de papiers fédéraux. Ils avaient à l'époque. Et le gars, il a développé une application qui fait une chose. N'importe qui peut la télécharger. Et qu'est-ce que je fais? Bonjour. Tu n'es pas déclaré, je peux te déclarer. Je te prends en photo, je remplis tes informations. Après, il y a un centre d'appel derrière qui va vérifier, qui va faire deux, trois vérifications et ça leur permettait de recenser et de vérifier les personnes. Mais ils ont fait de tout le monde, à travers cette application, des gens qui permettaient de recenser la population. Du coup, ils facturaient ça à l'État nigérian, je crois, un certain prix, je dis n'importe quoi, je ne sais plus si c'est ça, $1, et ils se partageaient l'argent avec celui qui avait identifié quelqu'un. 160 millions de Nigériens, 160 millions de dollars. Les gars sont devenus riches en faisant une application qui prend en photo et qui remplit un truc. Bref, il est de génie. En réalité, on découvre quelques années après que le monsieur est en prison. Je savais. Enfin, pas quelques années après. Quelques temps après, on sait ce qui se passe. Il y a un problème. Il a été accusé de... L'investisseur a été accusé de détournement de fonds, etc. Il est en prison. Mais c'est dur pour nous. C'était notre dernière chance. Après, il y a, par l'intermédiaire d'un ami, c'est le temps où le groupe BDK faisait des investissements dans le digital. Ils ont vu beaucoup de startups et on a fait 2-3 réunions et leur head of
Mergers and Acquisition, le Head of Acquisition, est venu du Portugal. Un monsieur qui avait un nom de movie star, quoi. Il s'appelait Franklin Alves. Il est arrivé dans le bureau avec son grand costume, beau costume. Un monsieur qui achète des sociétés. À la base, il est... Tu vois. Franchement, frère, ils sont venus avec toute l'équipe. Belle discussion. Des choses bien enclenchées. Et au bout de 3 réunions, blackout. Ouh, c'est dur. Donc, bon, en même temps, on parle à beaucoup de fonds locaux, internationaux, à beaucoup d'investisseurs. On parle à beaucoup de grossistes purs. Et on leur dit, on est votre avenir. Venez investir chez nous. Toutes ces conversations sont infructueuses. Et puis, il y a une vraie leçon à apprendre de ça. Parce que le deal qu'on proposait était bon. C'était nous qui ne savions pas traduire à quel point le deal était bon. Et il y a une dernière tentative, parce qu'on n'arrive plus à opérer, on n'a plus d'argent. Quand on perd de l'argent, il faut emprunter pour payer. Quand on n'a plus où emprunter, ils sont les baigneux. Donc on s'est arrêté et on a fait une dernière tentative. On a dit, on va proposer à une banque de la digitaliser et d'aller chercher tout ce volume de personnes auxquelles ils n'ont pas accès et tout ce volume d'affaires auxquelles ils n'ont pas accès. Et avec leur licence et leur capacité financière, s'ils investissent chez nous, on peut faire un truc de fou. Et on décide de parler au groupe islamique. Pas à la banque islamique, à la holding Tamwil, qui gère le groupe islamique. Et démarche spontanée, parce que n'oubliez pas aussi, notre produit est islamic friendly. Right? Il est Sharia compliant. Right? Which is good. On se dit c'est la meilleure target et on y va. On se bat. On fait des présentations, on va en réunion, on essaie de les convaincre, mais on est en compétition avec un produit qu'ils viennent de lancer qui s'appelle Tamwil Touch. Et à la fin, je pense que la décision a été, on a déjà notre propre produit, on reste dessus. Ce que les Bella nous proposent, c'est... Parce que comparé à Wallet qu'ils avaient, ce qu'on proposait, c'était aller tellement... C'est très différent. Il faut vouloir le faire, il faut penser le faire. Et je pense qu'ils n'ont jamais vraiment posé... Je pense qu'ils nous ont regardé, avec du recul, ils nous ont toujours regardé comme... C'est intéressant. Mais personne ne les connaît en fait. Oui, ils ont des bons chiffres. Oui, leur banquier va te dire que ça tourne. Oui. Mais c'est qui eux? Ils n'ont pas de pub. Ils ont... Personne. Il y a un gars. D'abord. Mais ça ne marche pas. Tout ça, ça ne marche pas. Et il se passe deux choses en 2020. Début 2020. On avait encore espoir de relancer l'activité. Et il se passe une chose. Le Covid. Et juste avant le Covid, on était allé négocier avec une de nos banques partenaires un financement qui nous permettait de racheter du produit et de relancer la machine. From scratch. On a épuré tout ce qu'il y avait à épurer. On est reparti de manière beaucoup plus concentrée, en enlevant toutes les inefficiences, etc. Et quand ça doit démarrer, le Covid arrive, avec l'impact sur le terrain. On a une activité dehors. Si les gens ne sortent pas, ils n'achètent pas. Ils ne sortent pas. Et il y a 6 mois où il y a rien. Et je décide de ne pas prendre de crédit bancaire. Parce qu'on a déjà beaucoup de dettes. Parce que je ne suis pas sûr qu'on va rembourser, qu'on ne peut pas prendre ce risque-là à ce moment-là. Et on ne se dit jamais c'est fini. On se dit on cherche une solution. Et il se passe 1 an. 2 ans. 3 ans. C'est comme ça qu'un $1 million businessman
Parce qu'on fait des erreurs. Parce qu'on choisit mal la technologie sur laquelle on développe son app. Et donc, ça crée des coûts d'acquisition beaucoup plus chers. Parce qu'on gère mal ses charges. Parce qu'on n'est pas crédible auprès des partenaires. Parce qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on a des partenaires qui ne sont pas fiables et qui changent les règles du jeu d'un moment à l'autre. Pas qu'ils ne sont pas fiables. Ils défendent leurs intérêts, c'est normal, mais qu'on n'arrive pas à lire où ils vont. Parce que parce qu'on n'arrive pas à gérer les incidents techniques, parce qu'on n'arrive pas à lever le fonds, parce qu'on n'arrive pas à lever des fonds. C'est important. Aujourd'hui, il reste des dettes que je paye encore. Quelques-unes. Je n'ai pas fini de les payer. Et puis il reste aussi beaucoup d'expérience. tout ce que je vous ai raconté. Et dans mes notes, j'écrivais une chose. Je me demandais qu'est-ce que j'ai retenu de ça. Un jour, je discutais avec Tidjane au tout début de ça. Et puis, je ne voulais même pas le convaincre d'investir. Je voulais juste qu'il me regarde et qu'il discute avec moi. Un grand et un co-femme. Ouais. Donc, on est assis. J'ai l'opportunité de discuter avec lui. C'était un mois de Ramadan il y a quelques années. Pendant 3 heures de tranchée. Il m'écoute. Et il me parle d'autre chose. D'une autre solution. Une autre solution. Aujourd'hui, je me rappelle qu'il me parlait de Wave. Dans laquelle il a investi après. Et quand il a investi chez Trade Depot, qui faisait après la même chose que ce qu'il faisait, mais qui a évolué entre temps. Et puis quand j'ai demandé, grand, qu'est-ce que je dois faire pour que tu investisses chez moi? Pourquoi tu investis pas chez moi? Et il n'a pas répondu. Mais dans la conversation, un jour, et ça c'est un autre jour, il m'a dit, tous les projets sont bons. Il y a 2 choses qui sont essentielles. Les entrepreneurs et le timing. Je pense qu'on n'était pas assez mature. J'étais pas aussi assez mature à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes erreurs ne m'arriveraient pas. Je suis un autre homme d'affaires. Je suis plus sharp. Aujourd'hui, je sais lever de l'argent. Aujourd'hui, je n'arrête pas de négociation. Aujourd'hui, je n'ai pas d'inefficience opérationnelle. C'est-à-dire, je ne paye pas des choses dont je n'ai pas besoin. Juste pour fancy. Aujourd'hui, je n'ai pas, etc., etc. Je suis un critique international. Je sais faire.